L'UNESCO vient d'inscrire les coteaux, maisons et caves de Champagne, c'est-à-dire l'ensemble de la Champagne, sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial pour reconnaître sa valeur universelle exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui fait cette valeur universelle exceptionnelle? Il y a bien sûr le vin lui-même, qui est un véritable chef-d'œuvre, né de cette alliance entre le travail des hommes et puis la force de la nature. Mais il y a des lieux qu'il ne faut pas rater. Il y en a 3 en particulier qui sont représentatifs de l'ensemble du système élaboré par les Champenois. Il y a évidemment les bassins de production, le raisin d'abord, c'est là où tout commence, la vigne, les coteaux en particulier dits historiques autour de l'ancienne abbaye bénédictine d'Auvillers, où le cellerier dont Pierre Pérignon a mis au point la méthode champenoise et ce magnifique entonnoir de vignes qui regarde Épernay depuis Cumières en passant par Auvillers, Ailly, Mareuil-sur-Ailly. Et puis, juste en face de cet entonnoir de vignes, de l'autre côté de la Marne, il y a à Épernay l'avenue de Champagne, qui est un exemple d'urbanisme unique au monde, où toutes les maisons de Champagne cherchent à se mettre en valeur du mieux possible pour représenter ce que le Champagne doit être à travers le monde. C'est donc des exemples qui vont du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui d'une architecture de représentation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas un musée, mais ça travaille. Sous l'avenue de Champagne, il y a plus de 100 km de caves, et donc on peut dire qu'à Épernay, il y a une ville sous la ville. Et puis enfin, Reims, avec ses crayères gallo-romaines ou moyenâgeuses, qui sont là encore un exemple unique au monde d'une récupération intelligente en quelque sorte de l'homme pour faire vieillir dans ces cavités crayeuses froides et humides, mais idéales pour faire vieillir le champagne, des crayères qui avaient été creusées pour récupérer des matériaux de construction. Et là également, il y a une véritable histoire des crayères et il faut voir ces 3 lieux que sont le vignoble historique autour d'Auvillers, l'avenue de Champagne à Épernay et les crayères de Reims. Alors le Champagne, je dirais que c'est une multitude, une succession de découvertes, si vous voulez. La première découverte qui a été faite, c'est Dom Pérignon, le moine bénédictin, a eu, je dirais, l'idée d'assembler sur son pressoir différents types de cépages pour pouvoir développer une nouvelle aromatique dans son vin. Aujourd'hui, en termes d'assemblage, on ne travaille plus du tout de la même manière que l'a pu le faire Dom Pérignon à l'époque. C'est au moment où on va vouloir mettre nos vins en bouteille qu'on va faire notre assemblage. On va aller chercher les chardonnays de tel secteur, associés avec des pinots noirs de tel autre secteur ou des pinots meuniers d'un dernier secteur. On va mélanger entre eux les différentes origines pour au final faire le produit du style correspondant à nos maisons. À ceci, nous allons ajouter ce qu'on appelle des vins de réserve, des vins qu'on a gardés en cuve d'années antérieures, pour avoir justement cette régularité constante dans le goût. Nous allons élaborer donc ce champagne en injectant dans la bouteille des levures, une petite quantité de sucre, afin de faire une deuxième fermentation en bouteille. C'est la grande particularité des vins effervescents, dite méthode traditionnelle. Ce n'est pas du gaz carbonique qui est rajouté dans le vin, c'est vraiment un produit totalement naturel issu de la fermentation des levures. Vous êtes ici dans des caves, et bien sûr, ce sont dans ces caves champenoises que les vins vont vieillir. Donc tout d'abord, la prise de mousse va se faire, donc notre transformation de vin tranquille en vin effervescent. Et c'est là aussi où va se faire une phase très très importante, qui est très très lente, qui est la plus lente de l'ensemble du processus, qui est la période de vieillissement. Donc pour que le vieillissement se fasse le mieux possible, il faut avoir des caves aux conditions vraiment optimale. Vous êtes ici dans des caves où vous avez, hiver comme été, une température constante de 10 degrés. Vous avez une hygrométrie constante qui est de l'ordre de 98%. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne conservation du vin et, je dirais, une maturation très lente.
Ainsi, l'effervescence va être optimale en termes de finesse. La richesse de notre terroir champenois, ce n'est pas uniquement la vigne qui va chercher dans la craie toute sa puissance, toute sa vigueur, c'est également cette craie qui va servir à, je dirais, stocker les bouteilles, mais surtout avoir une très très belle maturation de nos vins. Le 4 juillet dernier, à Bonn, le Comité du patrimoine mondial a inscrit les climats de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial. En Bourgogne, quand on parle de climat, on ne regarde pas vers le ciel, on regarde vers la terre. Et un climat, en Bourgogne, c'est une parcelle de terre, une parcelle de vigne, qui a été délimitée au cours des siècles, qui a un nom et qui produit un vin avec un caractère particulier que le reconnaissent les amateurs. Sur la côte qui court depuis Dijon jusqu'au sud de Beaune, on trouve 1247 climats cadastrés. Cette viticulture bourguignonne est unique et exceptionnelle dans le monde du vin parce que nulle part ailleurs, dans aucun vignoble du monde, on a porté aussi loin l'idée de relier le vin qu'on produit à son origine. Ce qui est intéressant, c'est que cette viticulture a créé, en se constituant, une véritable culture. Une culture où on trouve bien entendu les vins qui sont produits, mais aussi les paysages que constitue la vigne, et puis tout ce qui l'entoure, comme les murets, les cabottes, ces petites maisons bâties dans les vignes, avec la pierre que le vigneron retire du sol pour planter sa vigne. À l'intérieur de ces paysages, le visiteur trouvera bien sûr certains sites tout à fait remarquables et extraordinaires, comme par exemple le Clos de Vougeot. Clos de Vougeot qui a été créé à partir du Xe, XIe siècle, dans lequel existent encore des traces de la viticulture de l'époque, avec des pressoirs extrêmement anciens, des villages viticoles très typiques, avec leurs églises, leurs caves, leurs maisons vigneronnes, toute cette architecture liée à la vigne, dans laquelle il faut inclure aussi l'architecture des villes, comme Dijon ou Beaune. La ville de Dijon, parce qu'elle a toujours été le centre politique, culturel de la côte viticole. C'est de là que sont venus les fameux édits des ducs de Bourgogne et bien sûr le Palais des États est le symbole de ce pouvoir culturel, politique qui est toujours venu de Dijon. De même, Beaune a toujours été le centre économique, commercial des vins produits et de ce fait fait partie de cette culture que la viticulture de climat a créée pendant la longue histoire qu'il a menée depuis le 6e, 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. En Bourgogne, vous avez principalement 2 cépages qui sont le pinot noir pour les rouges et le chardonnay pour les blancs. On trouve aussi du gamay et de la ligotée. La particularité, c'est que c'est une région qui a 15 cépages à chaque fois pour la couleur du vin. Ce ne sont pas des vins d'assemblage, ce sont des vins monocépages. Il y a plusieurs classifications en Bourgogne. On part des appellations régionales. Donc c'est des appellations en fait qui sont produites dans la région de Bourgogne. On ne sait pas forcément géographiquement précisément d'où. Ensuite, on va dans l'appellation village, où là on sait précisément de quelle commune ça vient. Et ensuite, vous avez des premiers crus et parfois des grands crus. Mais il n'y a pas des grands crus partout en Bourgogne. Il y a plus de 2000 ans, il a fallu un petit peu trouver des typicités aux parcelles. En dégustant, on trouvait des vins très différents. On a nommé des parcelles avec des noms très simples qui racontaient l'histoire de la personne, du domaine, de la parcelle, des choses très différentes. Je pense à des parcelles comme le Champ Bertin, qui est un grand cru de Gevrey, où là, c'était le champ de Monsieur Bertin. Montrachet, qui était en fait un mont désertique où il n'y avait aucune végétation, où là, c'est devenu un mont chauve, Montrachet. Aucras, qui est un lieu-dit ou qui est des sols très pierreux. Je pense aussi à Romanée, qui était une ville qui jouxtait une voie romaine. Donc il y a plein de petites anecdotes comme ça et des multitudes, puisqu'il y a plus de 1000 climats. Ensuite, l'homme va intervenir en Bourgogne. C'est pour ça que c'est important de venir visiter la Bourgogne, parce que vous allez découvrir une multitude de personnes, une multitude de parcelles, un paysage qui est façonné
par les vignes principalement, donc avec des vallons. Et puis vous allez rencontrer des gens au fur et à mesure de la saison qui vont vous montrer comment on va tailler la vigne, comment on va relever, comment à différentes étapes de l'année, ce qu'on va faire dans la vigne. Et donc c'est comprendre un peu mieux notre travail, c'est comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, parce qu'on le fait aussi pour nous, pour vous donner du plaisir, pour donner du plaisir aux gens, mais on le fait aussi pour transmettre ce patrimoine qui est quand même magnifique, qu'on a depuis plus de 2000 ans et qu'on veut transmettre à nos enfants, à nos générations futures. En venant en Bourgogne, vous découvrez un peu plus les climats, les typicités des vins, et puis vous allez aussi les associer à des mets culinaires. Les vins de Bourgogne peuvent s'associer à tout type de plats, que ce soit des plats épicés, des plats traditionnels, des plats très élégants, très fins, parce que le pinot noir comme le chardonnay sont des cépages d'une très grande élégance. Nos sols argilo-calcaires donnent des vins très élégants qui font qu'on va pouvoir les associer à tout type de plats et de cuisine. Je crois que quand les porteurs du projet se sont rassemblés pour élaborer ce projet, aucun d'entre eux n'imaginait qu'il était parti pour une aventure de 10 ans. 10 ans, c'est le temps qu'il faut pour préparer un dossier qui soit recevable, qui corresponde aux critères exigés par le comité du patrimoine de l'UNESCO. Pendant ces 10 années, les porteurs de projets, ils ne sont pas seuls. Ils sont aidés bien évidemment par les gens de leur région, par les collectivités territoriales, mais ils sont aussi aidés, et ça c'est très important, par les experts de 3 ministères, la culture, le ministère des Affaires étrangères et l'écologie. La décision de porter le projet à l'UNESCO est prise au sommet de l'État. Ensuite, c'est le comité du patrimoine de l'UNESCO, 24 pays qui se réunissent dans ce comité, qui vont décider. Et c'est là qu'intervient l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Face à ce projet Bourgogne et Champagne, ça a été d'expliquer aux ambassadeurs du comité du patrimoine que ces deux projets n'en faisaient qu'un, que c'était les deux faces d'une excellence dans l'art de vivre à la française. Avec le classement de la Bourgogne et de la Champagne au patrimoine de l'humanité en juillet dernier, la France dispose aujourd'hui de 41 sites classés au patrimoine de l'UNESCO. L'ensemble de ces sites est splendide. Chacun d'entre eux a une valeur universelle exceptionnelle qui justifie son classement au patrimoine de l'humanité. Ils sont dispersés sur l'ensemble du territoire français. On les trouve aussi bien en métropole qu'outre-mer. Certains sont des biens dits culturels. On y trouve des châteaux, des abbayes, des églises. D'autres sont des biens naturels. Ils témoignent tous ensemble de la très grande diversité et de la très grande richesse du patrimoine français, de sa culture et de son histoire. Le classement au patrimoine de l'humanité est quelque chose de très important dont nous tirons tous une grande fierté. Il a principalement deux effets. Un effet quasi immédiat qui est lié au label qui est celui du patrimoine de l'humanité. Le deuxième effet, tout aussi important et qui peut se manifester à plus long terme, est un effet de développement sur ces territoires puisqu'il accroît la réputation et donc le nombre de touristes qui veulent venir découvrir ces paysages, découvrir ce patrimoine. En accroissant le nombre de touristes, bien sûr, on participe à la croissance et à l'emploi dans chacun de ces territoires.